Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pharmagestion. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui concerne les pharmacies en difficulté, les procédures de sauvegarde. À bien distinguer d'ailleurs du plan de sauvegarde qui en fait partie, mais qui n'est qu'une partie de ces procédures que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour Philippe Becker, bonjour Christelle Joly. Bonjour Jacques. Philippe Becker, je rappelle que vous êtes donc expert comptable et directeur du département pharmacie de Fiducial. Et pour parler de ces procédures de sauvegarde, eh bien, nous allons commencer immédiatement. Christelle, quelle est votre question, votre première question? Merci Jacques. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette émission consacrée donc aux procédures de sauvegarde. Philippe Becker, nous avons beaucoup de questions à vous poser. En préambule, on peut peut-être rappeler que même si aujourd'hui, effectivement, l'économie officinale globalement a été boostée par la crise du Covid-19, nous savons aussi que certaines officines, du fait de leur typologie, sont plus ou moins en difficulté, et ces difficultés peuvent les déboucher sur un redressement judiciaire, voire une liquidation. Or, et nous allons en parler, il y a une autre solution, c'est la procédure de sauvegarde. Et toute première question, alors finalement, ça s'adresse à quel genre de situation ? Alors, c'est une procédure qui est inspirée du droit américain. En droit américain, on appelle ça le chapitre 11, Chapter 11, qui en fait une procédure qui est une procédure anticipative. Plutôt que d'attendre d'être en cessation des paiements et donc de rentrer dans la procédure dite de redressement judiciaire, qui malheureusement peut se terminer par une liquidation judiciaire, eh bien, le législateur, il y a une quinzaine d'années, a copié cette loi américaine pour l'introduire en droit français. L'objectif est, comme je disais, l'anticipation. Donc, dès qu'un chef d'entreprise, au cas particulier, on va dire un pharmacien, appréhende ou est déjà dans une situation financière difficile, ou qu'il appréhende un futur difficile pour différentes raisons. On peut imaginer, par exemple, le cas du Covid, par exemple, ça a été très néfaste pour les officines qui, dans des régions comme Paris ou les régions touristiques, travaillaient avec une clientèle étrangère. La pharmacie qui se trouve dans un aéroport, évidemment, elle se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Donc, dès qu'on anticipe une situation difficile, dès qu'on sent que ça va se détériorer, la procédure de sauvegarde, qui est une procédure qui fait partie des procédures collectives françaises, peut être mise en place par le pharmacien. L'idée de... Mais ça, c'est mis en place avec il faut qu'il vous alerte et qu'il vous dise, voilà, ou c'est vous qui l'alertez en lui disant, faites attention. Les deux. Le pharmacien en général et puis le cabinet comptable, bien sûr, où l'avocat dit, attention, là, on va, comme on dit communément, dans le mur. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on dit, attendez, plutôt que d'aller vraiment dans le mur ou de le traverser, essayons de voir si on peut pas trouver des solutions. L'idée, c'est de réorganiser, d'avoir le temps de réorganiser très calmement la structuration financière de l'officine pour pouvoir aller, je dirais, un peu plus loin et maintenir, bien sûr, l'activité, ne pas être obligé de licencier et essayer de sortir de cette procédure de sauvegarde en bonne situation financière pour le futur. Qu'est-ce qui distingue du redressement judiciaire ? Alors, le redressement judiciaire et la procédure de sauvegarde sont assez proches dans leur organisation. La seule chose, c'est que dans le redressement judiciaire, il y a la cessation des paiements, ce qu'on appelle la déclaration de cessation des paiements, que nous communément on appelle la DCP. Donc là, c'est le coup près, le premier coup près. Ce qu'il faut savoir, la principale différence, c'est que le chef d'entreprise peut rentrer lui-même dans une procédure de sauvegarde. Alors que dans le redressement judiciaire, on peut spontanément aller voir le tribunal en disant « je ne peux plus payer », mais le tribunal peut vous déclarer en redressement judiciaire. Donc là, c'est une mesure, c'est une procédure qui est initiée par le pharmacien s'il le souhaite. Voilà un peu la principale différence.
Alors, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. C'est donc le pharmacien qui saisit le tribunal de commerce. À quel moment il faut le saisir? En fait, là, c'est clair que c'est dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Bon, l'indicateur principal c'est un peu comme la fièvre dans une maladie. Chez nous, dans notre jargon professionnel, c'est le cash, la trésorerie. Dès qu'on commence à voir que les échéances sont de plus en plus difficiles. Vous savez, c'est toute une progression. Au début, on a un petit peu de retard, puis on commence à avoir plus en plus de retard, puis on commence à téléphoner à son grossiste répartiteur. Je peux pas payer l'échéance, faites-moi un découpage. Tout ça, les pharmaciens connaissent, et malheureusement, certains d'entre eux connaissent ce scénario. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut intervenir, parce qu'on a encore de la trésorerie. On est encore dans une situation où on arrive à peu près globalement en jonglant à faire les échéances. Et c'est à ce moment-là. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Il faut pas expert comptable. Est-ce que c'est l'expert comptable qui, le plus souvent, met en garde le pharmacien en disant qu'il faudrait peut-être voir du côté de la procédure de sauvegarde? Moi, Jacques, je considère qu'on ne doit pas s'ériger, nous, en tant qu'experts comptables, comme directeur de conscience de nos clients. Comme conseiller. Comme conseiller, oui, mais pas comme directeur de conscience. Donc, en fait, c'est une discussion et une explication. Parce que, on le verra tout à l'heure, c'est pas une procédure qui est sans inconvénient. Donc, il faut peser le pour et le contre. Et puis, il y a toujours quand même le risque de l'analyse que va faire le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, vous arrivez en disant « moi, je veux me mettre en procédure de sauvegarde », lui, il fait pas la même analyse, il vous dit « vous allez en redressement judiciaire ». Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien peser. Donc c'est un gros travail entre nous et le client, d'où la notion d'anticipation. J'en reviens au plan de sauvegarde. Quelles sont les différentes étapes et comment il s'établit? Eh bien, en fait, on va prendre un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce et on va arriver avec une demande qui détaille la nature des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pourquoi on ne peut pas les surmonter, puisque en fait il faut que ce soit des difficultés qu'on ne puisse pas surmonter, et d'où l'intérêt de faire la procédure de sauvegarde. Alors, il ne faut pas aller au tribunal pour n'importe quoi, il faut que ça soit quelque chose de très sérieux, et vous allez automatiquement être obligé, vous avez toute une liste prévue par le Code de commerce de pièces qui doivent être présentées à cette occasion, bilan, compte de résultats, situation de trésorerie, état des créances, etc., pour que le juge puisse se faire une opinion. Et puis ensuite, si le juge valide l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, eh bien, à ce moment-là, il va nommer, alors suivant l'importance de votre entreprise, un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, ou simplement, pour la plupart des cas, un mandataire judiciaire qui va être je dirais pas non plus le directeur de conscience, mais qui va être le surveillant de cette procédure. Alors attention, et ça fait partie des inconvénients de la procédure de sauvegarde, il faut le dire, c'est une procédure qui est publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales, au BODAC, et qui fait l'objet d'une mention au registre du commerce. Donc, à partir du moment où on est en procédure de sauvegarde, tout le monde sait que la pharmacie est en procédure de sauvegarde. Ça peut poser des problèmes si on avait l'intention de vendre. Voilà, par exemple, on a cette truc. Cette procédure est d'une durée normale de 6 mois, qui peut être renouvelée une fois, voire 2 fois par le président du tribunal de commerce. Voilà. Alors, je voudrais qu'on en vienne à l'activité justement du titulaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour lui? Quelle est sa marge de manœuvre? Je pense notamment aux médicaments, aux stocks, aux employés. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il est en procédure de sauvegarde? Le principe, et c'est l'intérêt de la procédure de sauvegarde, dans les grandes lignes. Et après, il faut modérer un peu le propos parce que ça va dépendre aussi de l'organe de surveillance qu'est le mandataire judiciaire, voire l'administrateur. Le pharmacien garde toutes ses prérogatives. Ces prérogatives sont des prérogatives techniques. C'est-à-dire qu'il continue à commander, à administrer sa pharmacie, à répondre à toutes les obligations du Code de santé publique, des obligations déontologiques, rien ne change sur le plan technique. Par contre, et bien évidemment, le juge et le mandataire judiciaire ont un droit de regard sur un certain nombre de décisions, évidemment sur les investissements, sur les embauches, etc. Donc c'est on va dire une liberté un peu conditionnelle. Voilà. Est-ce que les pharmaciens sont suffisamment informés de cette loi? Pas forcément beaucoup. Moi, je regrette que... Alors, il y a peu de procédures collectives en pharmacie. On parle suivant les années, là, ça s'est relativement amélioré depuis que l'économie va mieux, tant mieux. On a entre 50 et 100 procédures collectives. Sur les dernières années, il y a 5 ans, on était autour de 20 à 30 procédures de sauvegarde. Là, on est tombé à 10, mais bon, la situation économique l'explique. Je pense que c'est pas suffisamment connu.
connu. Je pense que ça pourrait solutionner un certain nombre de situations. Il faut savoir que ça ne présente un intérêt, malgré tout, que si on est capable, et ça fait partie, c'est même quasiment le point essentiel de la procédure de sauvegarde, si on est capable de présenter un plan de sauvegarde. Ce plan de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? C'est globalement le contrat que l'on a vis-à-vis des créanciers. Rappelons quand même que dans la procédure de sauvegarde, ce qui en fait son intérêt, toutes les créances sont gelées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune poursuite contre la pharmacie. Les cautions ne peuvent plus être poursuivies et on ne paye plus toutes les créances antérieures à la date de prononcé de la procédure de sauvegarde. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on ne paye plus les dettes que l'on avait antérieurement, bancaires, grossistes, fournisseurs, etc., on continue à payer quand même les salariés, eh bien, votre trésorerie remonte. C'est un mécanisme, en fait. Voilà. Votre trésorerie remonte. Et donc, dans le cadre du plan de sauvegarde, pour être très précis, c'est grâce à cette trésorerie que vous allez proposer au juge un étalement, en fait. Globalement, on étale la dette sur plusieurs années. La durée maximum du plan de sauvegarde, c'est 10 ans. Donc pour les entreprises commerciales et professions libérales. Donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen de réétaler les dettes tout en continuant à payer les nouvelles dettes, puisqu'il faut quand même continuer à faire tourner la pharmacie. C'est un exercice difficile, mais c'est le point essentiel de cette procédure. Si on n'y arrive pas, on risque d'aller en redressement judiciaire. On est bien clair, Philippe Becker, ça étale la dette, ça ne l'efface pas. Ah, pas du tout. Ça, bien malheureusement, ça l'étale, tout à fait. Donc c'est un plan de trésorerie. Donc notre rôle est de l'élaborer avec notre client pharmacien et avec l'aide du tribunal, du mandataire, pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Alors c'est sûr que une des grandes difficultés en pharmacie, il faut le préciser, c'est que les pharmaciens en prennent sur 12 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure que le plan est de 10 ans. Donc si la procédure de sauvegarde arrive dans les 2 ans où on vient d'acheter la pharmacie, c'est très compliqué, parce que déjà on ne pourra pas réétaler l'emprunt bancaire. Si ça arrive au bout de 5-7 ans, c'est différent. Dernière question, Philippe Becker, comment justement vous accompagnez vos clients? En fait, on fait ce travail le plan de trésorerie. On doit remettre mensuellement ou trimestriellement les chiffres aux organes de surveillance et aux juges. Et ensuite, on essaie de voir, on adapte, on revoit un petit peu on peut revoir un peu le plan de sauvegarde, je veux dire, à la marge. Donc c'est du conseil, c'est du soutien psychologique aussi, faut le dire, parce que c'est des situations qui sont quand même un peu compliquées. Et parfois, ce n'est pas des situations dont le pharmacien est bien préparé. Peut-être l'intérêt d'en parler aujourd'hui d'ailleurs. Et également, c'est des situations où il ne se sent pas forcément fautif, parce que parfois il n'est pas fautif. Personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait plus de touristes pendant presque 2 ans à Paris. Parfois vous avez des plans de sauvegarde. Moi j'ai quelques exemples tout à fait anecdotiques. Voilà, la construction d'une ligne de tramway devant une pharmacie. Ça c'est des situations où on n'est pas fautif. Donc il y a un soutien psychologique. Si on a bien bâti, ça débouche en général vers une solution qui est une solution positive de sortie. Donc il faut rester optimiste. Toujours. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Becker. Jacques, c'est à vous. Bien, merci beaucoup Philippe Becker, merci aussi Christelle Joly. Effectivement, on l'a vu, quand il arrive un malheur à une pharmacie, et ça peut arriver, il existe des procédures qui ne sont pas forcément très connues, et c'est aussi l'objectif du quotidien du pharmacien et de cette émission Pharmagestion, de vous la faire mieux connaître pour éviter le pire parfois. Merci beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission le mois prochain. Et cette fois, on traitera d'un sujet un petit peu plus facile, un petit peu moins dur, l'exercice en famille, l'exercice entre conjoints, entre père et fils, entre frères et sœurs. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Donc rendez-vous le mois prochain. Merci de votre attention, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et puis donc rendez-vous dans un mois et d'ici là, prenez soin de vous.